notre plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Désormais, la RDC a son plan stratégique national de couverture santé universelle. Son adoption a été validée par le Conseil national de la couverture santé universelle le mardi dernier. C'était à la Cité de l'Union africaine et en présence du chef de l'État. Reportage Jean-René Lobo. Nos peuples attendent beaucoup de la couverture santé universelle, non seulement pour qu'enfin la barrière financière cesse d'être un filtre qui les empêche d'accéder à des soins de santé de qualité dont ils ont besoin, mais aussi pour qu'ils puissent se consacrer au développement du pays sans craindre des dépenses ni des hypothèques catastrophiques. J'exhorte donc chacun des responsables ici présents à mettre en œuvre tout ce qui est attendu de lui et tout ce qui est en son pouvoir pour que rapidement nos populations bénéficient des effets de la CSU. Je compte sur l'engagement de chacun de vous ici. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé mardi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine une importante réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre et l'adoption du plan stratégique de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, qui en a fait le compte rendu au sortir de la réunion, a fait savoir que la vision du chef de l'État est celle de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela n'impacte sur leurs finances. Maintenant, c'est le travail qui commence avec le conseil spécial du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés, parce qu'il faut savoir que la couverture santé universelle est transversale. Elle concerne la santé, l'environnement, le transport et dans beaucoup d'autres ministères. Et l'implication de tous les ministères ainsi que la présidence de la République est d'une très très bonne évolution. Demain, les Congolais de manière égalitaire auront accès aux soins de santé de très bonne qualité. Pour y parvenir, le travail se fait avec la contribution des conseillers du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés, étant donné que la couverture santé universelle est transversale et concerne la santé, l'éducation, l'environnement, le transport et la présidence de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international en mission en RDC, Christina Georgina, a coté positivement la gouvernance de la RDC. Reportage Pati Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue Lusala. Les progrès réalisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme triennal avec les Fonds monétaires international salués par la directrice générale du FMI en mission depuis le mardi 7 décembre 2021 en République démocratique du Congo, Kristalina Georgieva a eu un tête-à-tête ce mercredi 8 décembre 2021 avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, rencontre élargie plus tard à quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels. La directrice générale de cette institution de Bretton Woods a mentionné que sa visite tombe à point nommé parce qu'il est prévu la tenue du conseil d'administration du FMI le 15 décembre en cours. Nous avons eu une discussion très constructive. Je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre des progrès que le pays réalise dans le cadre du programme les Fonds monétaires internationaux, mais également parler essentiellement des questions de dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. C'est autant de questions que nous discuterons lors de la réunion le 15 décembre cette année. Outre les 1,5 milliard de dollars américains décaissés par les FMI en juillet 2021 dans le cadre du programme d'appui à la République démocratique du Congo, une enveloppe supplémentaire du même montant qui n'est pas une dette est également disponibilisée pour le renforcement des réserves d'échange, a conclu la directrice générale du Fonds monétaire international. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement où la plénière était consacrée au projet de loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021. Le ministre des Finances et son collègue du budget ont été représentés par leur vice-ministre, ce qui a été déploré par les sénateurs. D'autres précisions avec Sandra Nyangi.
Nicolas Kazadi et Aimé Boji-Sangara, respectivement ministre des Finances et ministre d'État en charge du budget, ont 48 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs. La présence de leur vice-ministre à la Chambre haute du Parlement pour présenter les projets de loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021 a suscité des protestations de quelques sénateurs qui ont interprété cette absence des titulaires comme un manque de considération du Sénat. Il a fallu l'orientation du président Modeste Bahati Lukwebo pour que Onej Sele, son collègue du budget, expose l'économie des textes de 2 projets de loi. Le Sénat étant l'émanation des provinces, les élus des élus ont pour la plupart, dans leurs interventions, mis un accent particulier sur les développements de ces dernières. Ils veulent avoir des explications claires et nettes en ce qui concerne la caisse de péréquation, la retenue à la source de 40% des ressources financières des provinces, le degré d'exécution des projets de développement dont les fonds ont été débloqués, ainsi que la part réservée aux 145 territoires que compte la République démocratique du Congo pour leur développement. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a tapé du poing sur la table quant à la pertinence des réponses à réserver aux préoccupations des élus, surtout la régularisation des dépassements budgétaires intervenus peu avant l'avènement du gouvernement Sama Lukonde. Les membres du gouvernement ont bien noté toutes les questions pertinentes qui ont été posées d'une série de dépenses lors de la passation du gouvernement précédent au gouvernement actuel. Lors des réponses, lorsque nous serons donnés, que des précisions et des détails puissent être donnés compte tenu de l'importance de ce montant-là. Lorsqu'ils apporteront avec leurs titulaires les réponses, que ce ne soit pas des réponses de complaisance, qu'ils tiennent compte de toutes les observations pertinentes pour que ce ne soit plus un refrain, mettons, du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut noter qu'à quelques jours de la clôture de cette session essentiellement budgétaire, la plénière a décidé à l'unanimité de réaménager son calendrier qui prévoyait en grande partie la matière sur le contrôle parlementaire. Plusieurs questions avec débat ont été renvoyées à la session de mars prochain pour permettre aux sénateurs de s'atteler à l'examen du budget 2022. Budget qui traîne encore à l'Assemblée nationale. Visite du site touristique Lolaya Bonobo par le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement avec le Centre global d'adaptation. Ils sont allés s'imprégner du rôle déterminant dans la régulation du changement climatique. Reportage Chimène Dondo. L'ensemble de la délégation a découvert cette merveille de la nature qui est Lolaya Bonobo. Avec ses espèces exclusives et son milieu naturel de rance, ces sanctuaires a séduit le visiteur. Nous avons eu le privilège de recevoir en République démocratique du Congo les CEO du Centre global d'adaptation pour démontrer pourquoi la RDC avait présenté les créneaux de pays solutions au changement climatique. Nous sommes la solution avec notre potentiel forestier. Nous sommes venus, il est venu voir, et aussi la biodiversité, montrer que ces forêts n'ont pas seulement le service de séquestrer les pollutions, mais aussi c'est la maison de la biodiversité. Cette visite était une opportunité pour voir les conditions dans lesquelles vivent ces espèces rares, et le Centre global d'adaptation a eu une idée claire et exacte sur ces projets relatifs au sanctuaire Lolaya Bonobo, qui a un rôle déterminant dans la régulation du changement climatique. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, s'est dit satisfaite de cette visite et a réaffirmé que la République démocratique du Congo reste la solution à la crise climatique. Lolaya Bonobo a été créé en 1994 en vue de recueillir et de sauver des bébés bonobos victimes de braconnage et de le réintroduire dans une autre réserve naturelle.
Célébration de la journée nationale de l'arbre le 5 décembre dernier. Une cérémonie de plantation d'arbres a été organisée par le Fonds forestier national au parc de l'Antélé. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. Reportage. Placé sous le thème « Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres » est une affaire de tous. À Kinshasa, la journée nationale de l'arbre a été célébrée au parc de l'Antélé. En présence de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, le directeur général du Fonds forestier national Honoré Moulumba, parrain de l'événement, et tant d'autres partenaires, des plants ont été plantés pour faire valoir l'importance de l'arbre dans la vie des êtres humains. Tous les participants à cette célébration ont manifesté cette volonté de planter chacun un arbre pour participer à la lutte contre les déforestations et faire face au changement climatique. Le directeur général du Fonds forestier national lance un appel à la population congolaise à faire de même. Le Fonds forestier national est un établissement public de l'État qui finance les opérations de reboisement. C'était donc de notre devoir d'être présent avec tous les agents pour, n'est-ce pas, accompagner le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable en ces lieux pour que, comme j'aime le dire d'habitude, le programme du chef de l'État de 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 devienne une réalité. Je demande donc à toute la population de la RDC de planter, où qu'il soit, des arbres pour accompagner, n'est-ce pas, ce grand programme du chef de l'État. Cet acte de planter les arbres va se poursuivre dans d'autres sites de la capitale ainsi que dans les provinces. Sur le marché, il y a des médicaments surfacturés à plus de 180%. Cette augmentation s'expliquerait par les taxes. Justement, le gouvernement congolais veut s'attaquer à la surfacturation des produits pharmaceutiques et aux services de santé. Un atelier d'analyse analyse les éléments de la structure des prix pour comprendre le mystère. Sandra Nyangui, Guilinkassou. Après les produits surgelés et le transport aérien, Jean-Marie Kalumba Youma, ministre de l'économie nationale, s'engage avec la même détermination pour le juste prix dans le secteur de la santé. Un levier important pour la matérialisation de la couverture santé universelle promise par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cet atelier de rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC, il sera question pour toutes les parties prenantes d'évaluer les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation de prix, scruter les éléments qui la composent afin d'obtenir à une meilleure tarification. La rationalisation des structures des prix pratiquées dans ce secteur est donc un préalable nécessaire à la réussite de toutes les autres initiatives visant l'atteinte de la couverture santé universelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a lu le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a loué cette initiative dont les retombées profiteront à toutes les catégories sociales. La santé n'est pas un luxe ni un privilège, mais un droit fondamental. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité chez les prestataires de son choix. Les conclusions qui sortiront de ces travaux permettront au pouvoir public de contrôler le prix de produits et services de santé sur le marché. La RDC a désormais un laboratoire physico-chimique du Laboratoire national de contrôle de qualité de médicaments pour la surveillance de tous les produits qui circulent sur le marché congolais. Les travaux ont été financés par la Banque mondiale via le projet de développement de services de santé et l'inauguration a eu lieu hier par le ministre de la Santé. Séverine Pascal Katanda pour le reportage. C'est dans ce bâtiment réhabilité que va abriter le laboratoire physico-chimique du Laboratoire national de contrôle qualité des médicaments, la FACI, reconstruit sur financement de la Banque mondiale via l'unité de gestion de projet de développement du système de santé PDCS dans le cadre du projet régional de renforcement du système de surveillance de maladies. Cet outil de santé va permettre de certifier tous les médicaments destinés à la population congolaise avant leur utilisation et de sanctionner des
faux médicaments et bien d'autres produits contrefaits. Le coordonnateur du projet PDCS, Dominique Babo, a vanté la qualité du laboratoire reconstruit en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale, Christophe Carré. Avec ces laboratoires renforcés, c'est le système de santé qui est renforcé et ça va permettre d'assurer les soins de qualité aux malades. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un laboratoire certifié au niveau international. Inauguré ce 8 décembre 2021 par le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani, qui a rappelé l'impact de cet outil fiable d'une importance capitale pour le gouvernement congolais qui veut la qualité de ce que consomme la population. L'impact important que cela aura sur la société, c'est que demain, les médicaments qui seront sur le marché sont des médicaments sûrs, parce qu'ils auront bénéficié d'un contrôle réel en termes de qualité. Cette réalisation n'est que le début d'un processus de réhabilitation de tout le module de l'AFAKI à l'horizon 2022, parmi lesquels le laboratoire de microbiologie, de produits agroalimentaires et autres, à l'ordre de 6 millions de dollars américains. L'ambassadeur de la Suède en RDC a échangé avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima. La participation de la femme aux élections était au centre des échanges, nous dit Teti Samba. L'implication de la Suède dans le processus électoral en République démocratique du Congo ne fait l'ombre d'aucun doute. Le diplomate suédois en poste à Kinshasa, Henrik Rasblom, a rencontré ce mardi 7 décembre 2021 le numéro 1 de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi. Les deux personnalités ont focalisé leurs échanges sur le processus électoral qui se met progressivement en place, se basant formellement sur la feuille de route élaborée lors du séminaire d'imprégnation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Et ça a été l'occasion pour moi, bien sûr, d'échanger avec Monsieur le Président, un peu sur le passé, mais surtout, on s'est concentré aussi sur l'avenir. Sur le processus électoral, sur l'organisation du travail de la CENI, sur la feuille de route qui est en train d'être élaborée. On a parlé aussi, bien sûr, de cet objectif d'un processus transparent et ouvert afin de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et ouvertes vers la fin de 2023. L'hôte du président de la CENI a en outre indiqué que la participation politique des femmes est une question majeure afin d'accentuer encore un peu plus la présence féminine dans le processus électoral. De surcroît, avoir un nombre élevé des femmes dans la bataille électorale, un vœu qui rencontre la vision du président de la centrale électorale. À quelques indicateurs près, la RDC est sur le point d'être admise au financement MCC des États-Unis d'Amérique. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en a discuté avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mike Hammer. Reportage Edith Diala. Les échanges entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur américain, Mike Hammer, ont porté sur le passage en revue des efforts fournis par le gouvernement congolais pour répondre aux critères pouvant permettre à la République démocratique du Congo d'accéder au financement MCC des États-Unis d'Amérique. Au-delà des 5 premiers indicateurs performants réunis en 2021, à savoir la politique budgétaire, la protection des ressources naturelles, la création d'entreprises, le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles, le gouvernement congolais vient de réaliser le progrès en ajoutant de nouveaux indicateurs positifs, notamment la politique commerciale et le respect de l'équilibre du genre dans l'économie nationale. On a parlé beaucoup de l'intérêt de la RDC de participer dans le programme américain Millennium Challenge Corporation, un programme de développement. Et on a parlé des avances que la RDC, sous le leadership du président Tshisekedi, le travail du gouvernement, est en train de faire pour être inclus dans ce programme, qui c'est un programme très important pour promouvoir le développement d'un pays. La lutte contre la corruption, c'est la plus importante. Ça montre la direction du pays. Ça c'est très important pour assurer un bon climat des affaires. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il faudra atteindre au moins 10 indicateurs avant le mois de novembre 2022 afin d'être classé en ordre utile.
Un nouveau plan stratégique pour la réinsertion des ex-combattants de groupes armés. Une réunion s'est tenue à ce sujet entre les responsables des Nations Unies représentés par la MONUSCO et le programme de désarmement. Oscar Mbalkaïch pour d'autres précisions. La réinsertion sociale d'ex-combattants des groupes armés au cœur des stratégies et d'un nouveau plan de travail pour l'exercice 2022. Une séance de travail a mis autour d'une même table les responsables des Nations Unies à travers la MONUSCO ainsi que ceux du programme de désarmement PDDRCS que dirige son coordonnateur Tomin Tambwe Ushindi. Une stratégie interne relative à l'appui des Nations Unies a été élaborée afin d'orienter l'approche de la mission. Un groupe de travail technique conjoint a été mis sur pied avec l'appui de l'équipe pays des Nations Unies. La réunion d'aujourd'hui consistait à avoir un échange plus ou moins fructueux. Après 3 mois de notre prise de fonction, il était question de faire l'état des lieux. Quelles sont les activités que nous avons menées par rapport à notre feuille de route? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous avons été contents, nous avons senti le besoin de partenaires. Tous les bailleurs sont unanimes, il faut qu'on aille très vite dans la stratégie et pour que les projets qui sont déjà en cours d'exécution et ceux qui vont en être pour l'année 2022 soient intégrés dans la stratégie nationale. Les PDDRC bénéficient de l'appui de la mission des Nations Unies en RDC, tenue entre le 18 septembre et le 17 novembre 2021. 18 ex-combattants congolais se sont rendus et ont bénéficié de l'encadrement de cette mission dans les communautés d'origine. Les travaux de la 20e réunion du comité régional de renforcement institutionnel de Cour des comptes des pays d'Afrique francophone subsaharienne ont vécu à Kinshasa, travaux sanctionnés par l'adoption du rapport triennal de performance de cette institution d'intégration financière sous-régionale. Témoin de l'événement, Pierron Bouyosaïdi. La ville-province Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du jeudi 9 au vendredi 10 décembre 2021 les assises de la 9e Assemblée générale du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, CREFIAF. En prélude à la tenue de 10 travaux, les experts des différentes cours de comptes de ces 6 pays africains, membres du comité régional de renforcement institutionnel série, se sont retrouvés dans la 20e réunion de ces services techniques de CREFIAF pour baliser la voie à travers l'adoption d'une feuille de route concrète imposable à tous pour la tenue avec succès de cette 9e Assemblée générale. À travers une série de pertinentes interventions des experts de cette institution sous-régionale d'intégration financière, ces derniers ont adopté le rapport triennal des performances du série. Le présent rapport rend compte de la contribution du CRI, organe exécutif du CREFIAF, à la mise en œuvre du plan stratégique pour la période, comme vous l'avez si bien rappelé, 2019-2021. Il était question pour le CRI d'appuyer ses membres pour des actions de sensibilisation de haut niveau en direction de l'UEMOA et de la CEMAC, pour la prise des directives et pour leur application en faveur des actions d'amélioration indépendantes des IRC. Il convient de souligner que la République démocratique du Congo, par le biais de sa Cour des comptes, va occuper la présidence du CREFIAF pour la période allant de 2021 à 2024. Dans le cadre de la quinzaine des activités liées à la Journée internationale des personnes handicapées, des délégués venus de toutes les provinces ont eu une séance de travail avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Betty Amani. Kinshasa reçoit les délégués des noyaux provinciaux et des associations de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables venues de nos 26 provinces de la République. Une initiative de Irène Sambou-Diatta, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, dans le cadre de la quinzaine des activités liées à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, de raffermir les liens entre le ministère des tutelles et la base et aussi solliciter leur implication et leur adhésion dans l'enrichissement des drafts et des documents élaborés pour leur autonomisation, et ce, avant les validations. Je pensais que les délégations des provinces viennent d'abord ici, qu'on partage
tout ce qu'on a eu à concevoir comme programme, comme politique, comme stratégie, et avoir leurs impressions et aussi les enrichir, les valider. Et après, maintenant, la mise en œuvre, on le fait ensemble. Les représentants des noyaux provinciaux ont formulé quelques plaidoyers spécifiques pour chaque catégorie, tout en saluant l'initiative de la ministre Irène Sambo, une première en RDC. Pour nous les non-voyants, on s'est rappelé parce qu'on avait déjà oublié sur la liste de l'excellence, la gouverneure de la Banque centrale et son collègue de l'hôtel de Monnaie pour la mise de l'écriture braille sur les impressions des billets de francs congolais pour éviter certains vols, certaines fraudes, vu cette inaccessibilité-là. Rentrée académique, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a participé à l'instruction académique. Un accent a été mis sur la réforme de l'enseignement supérieur en RDC. Reportage Edith Chala. Comme de tradition, chaque année, une instruction académique précède la rentrée académique. Comptant 249 directives, cette instruction 023 qui a été présentée mardi par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi intervient après les états généraux de Lubumbashi sur l'université congolaise. La particularité de cette 023 est qu'elle est assortie d'une liste des établissements autorisés à fonctionner en RDC et elle limite à 16 le nombre d'établissements autorisés à dispenser les enseignements en médecine. Ça va être la première fois, nous l'avions promis, que cette instruction académique devait être produite avant le début de l'année académique. C'est un outil de planification, un outil de gestion. Et quand on le fait avant, ça permet aux universités de pouvoir se préparer, de préparer leur budget. Et donc ça nous évite beaucoup de dérapages de début de l'année. Donc la réforme a commencé. C'est une réforme de fonds. Et donc en lisant cette instruction académique, vous allez vous rendre compte effectivement que l'enseignement d'hier, ce n'est plus l'enseignement de demain. Et nous avons aussi profité de ce moment pour annoncer, comme nous l'avions promis, et comme il a été décidé dans les États généraux, que les grandes décisions sur l'assainissement du secteur vont être prises. Donc ce soir, les premières décisions sur la fermeture des établissements non viables vont sortir après celles que nous avions déjà prises concernant la faculté de médecine. L'année académique 2021-2022 commence le 5 janvier 2022 et ce calendrier doit être de stricte application. $10 de frais d'inscription et le Minerval de l'année dernière sera reconduit au taux actuel. Un réseau mafieux de vol de câbles de la SNEL découvert, un camion citerne avec à son bord ses câbles volés et autres objets à Makombo, a été intercepté à Makombo dans le Haut-Katanga. Reportage. À première vue, on croirait être en face d'un camion citerne transportant du carburant. Voilà l'astuce de ceux qui l'ont rempli de câbles électriques sectionnés sur les réseaux de la SNEL et quelques lingots de cuivre. Le contenant n'a pas son contenu approprié, ceci avec comme seul but de tromper la vigilance des services de sécurité. Des fils caténaires, des conducteurs de l'énergie électrique de toutes dimensions, des lingots et bien d'autres résidus de cuivre font le plein de ces camions citernes interceptés à Mokambo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a présenté au gouverneur de province ce mardi 7 décembre 2021. Jean Lumbwe a fourni toutes les explications au chef de l'exécutif provincial sur la manière dont ce véhicule est tombé dans les filets de ses services. Jacques Ablakatu a fortement condamné cet acte criminel qui plonge les populations du Haut-Katanga dans le noir tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ses ennemis du Haut-Katanga, instruction bien comprise par le ministre provincial de l'Intérieur. Le chauffeur du camion citerne avec immatriculation étrangère s'est volatilisé dans la nature. Les enquêtes se poursuivent pour connaître l'auteur de ce crime et démanteler tout son réseau. Les territoriaux du Haut-Ouélé sont à l'école de la gestion axée sur les résultats de leurs entités. Un atelier de 3 jours a été ouvert à Isiro par le gouverneur Christophe Basséané Nanga. Reportage. C'est à 11h que le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Basséané Nanga, fait son entrée dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale, soit quelques minutes après celle des membres du bureau, conduit par le président de l'organe délibérant, Afaounda Fongendansumbu, qui sans transition passe à l'action. Dans son exposé, l'autorité provinciale s'emploie à décliner les principaux axes d'intervention de cet ambitieux projet de dit budgétaire. Pour l'exercice 2022, s'inscrit dans le cadre de la poursuite et de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement provincial entamé depuis 2017.
qui tourne autour des 5 points dont les actions à impact visible produisent déjà des effets d'entraînement dans plusieurs secteurs de la vie économique provinciale. ADRP, Alliance, non-alignés ou encore ACO et leurs alliés se succèdent à la tribune pour rapporter leur amendement au projet de dit dont la majorité parlementaire a plaidé pour son adoption afin de permettre à l'exécutif provincial de poursuivre son programme de reconstruction et de développement du Haut-Uélé conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi prônant l'essor du Congo en vue de pousser celui du pays. L'autorité provinciale dispose de 48 heures pour ce faire. Et pour terminer, parlons de ce séminaire de renforcement de capacité des enseignants de l'ISIPA. Ceux de Kinshasa et Matadi réfléchissent sur l'application du système LMD. Reportage Chimène Dondo. l'ISIPA a toujours l'habitude d'organiser un séminaire pour le renforcement de capacité de ses agents et cadres de cet administratif de Kinshasa et de Matadi, présidé par le PDG de l'ISIPA, Madame Rufine Luyeye Ekonda, qui a expliqué l'importance de ces séminaires. Nous sommes réunis à l'initiative de notre présidente directrice générale, Madame Rufine Luyeye, pour marquer une station dans nos activités et surtout réfléchir au programme d'enseignement, le revisiter et harmoniser. Harmoniser le programme qui est en place ici à Kinshasa avec celui qui est à Matadi, puisque nous sommes après tout une même institution. Au-delà de cette préoccupation d'harmonisation, il y a une autre préoccupation de conformer notre programme au desiderata du ministère qui voudrait qu'on puisse déjà mettre en place le système LMD. Rappelons que la rentrée académique était effective ce lundi 6 décembre 2021. Fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengaya Kassongo et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Jerry Mawassa, Redin Poi et Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Mais juste après ce journal, vous allez poursuivre avec le panier, votre tranche d'animation, le panier des Morning Show avec Jessie Kabasseli. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya tosangana totonga mboka na biso les grands Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.